Être et savoir. Espace. Bonsoir et bienvenue. Il est 15h passé de 2 minutes dans ce studio. Vous le savez, tous les mercredis et jeudis, quand il est 15h et jusqu'à 16h, nous parlons éducation. Nous vous invitons à parler éducation dans ce studio. Toujours avec les mêmes chroniqueurs. Ils sont avec moi. Monsieur Vali, bonsoir. Monsieur Mohanali, bonsoir. Merci d'être là. Monsieur Alpha, bonsoir. Monsieur Collé, bonsoir. Monsieur Alpha, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Alpha, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Collé. Monsieur Jacques, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Ali. Madame Kadiatou, bonsoir. Enfin, bonsoir, Mohamed Ali. Je ne veux pas de polémique cet après-midi. Voilà. Donc, Madame Kadiatou, et puis ça suffit. Bienvenue à chacun d'entre vous. Sinon, on a décidé aujourd'hui de parler du système LMD, principalement. On a décidé de faire comprendre un peu plus ce que c'est que le système LMD, parce que depuis une dizaine d'années, déjà, ça existe. Il y a beaucoup de questions. Il y a même parfois des réclamations des uns et des autres qui demandent à ce qu'on revienne à l'ancien système, parce que le système LMD, la façon dont nous l'appliquons chez nous en Guinée, forme plus d'inadaptés que de professionnels. Enfin, on n'a toujours pas le résultat escompté. Donc, nous avons décidé d'inviter ceux qui ont participé, justement, les techniciens, on les appelle comme ça, dans ce studio, on peut les appeler comme ça, les techniciens du système LMD, pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et pour l'occasion, donc, on fera appel à professeur Selou. Il est avec nous en studio. Dans quelques minutes, il viendra répondre à nos questions. Sinon, si c'est maintenant que vous venez de nous joindre, aujourd'hui, on vous ouvre l'antenne à partir de 15h45 au 620 28 65 65 au 620 28 69 69. Vous réagissez dans cette émission, posez vos questions ou nous dire tout simplement ce que vous pensez de système. C'est à partir de 15h45. Je rappelle encore une fois les numéros 620 28 65 65 au 620 28 69 69. Vous nous écoutez sur la radio Espace FM, l'émission à rediffusion sur les antennes d'Espace TV durant le week-end, les samedis à 16h30 et les dimanches à 12h10. Si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, bienvenue à tous. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Espace. Premier thème, donc, voilà, on va parler de l'université de Kankan. Monsieur Vali, finalement, je vais dire, après 11 mois, il y a un nouveau recteur. C'est effectivement un ouf de soulagement pour les étudiants et enseignants de l'université Julius Nyerere de Kankan. Oui. Après 11 mois d'attente. Oui. Et cette université a enfin un nouveau recteur en la personne de M. Moustapha Sangaré, qui était lui-même professeur enseignant au sein de l'université. Voilà, et je pense que cette nomination, par décret présidentiel bien sûr, va débloquer un certain nombre de dossiers, dont la délivrance des diplômes. Parce qu'on avait reçu les étudiants, effectivement, qui se plaignaient effectivement. Voilà. On a eu l'impression à un moment donné que l'université était à l'arrêt depuis 11 mois, depuis le décès du recteur. Les vice-recteurs n'ont pas la plénitude des droits pour pouvoir signer un certain nombre de documents, notamment les diplômes. Donc ça avait causé effectivement de problèmes. Eh ben, c'est salutaire. Nous souhaitons bonne chance à M. Moustapha Sangaré. Je ne connais pas son grade. Peut-être professeur, ça c'est peut-être professeur ou docteur. Il est conférencier. Conférencier. Voilà. En tout cas, bonne chance à lui. Sinon, là, c'est Mme Kadiatou, je vais interpeller. Un fait social de la semaine, c'est à Zérékoré. On se demande comment trouver la solution. Vous rigolez pourquoi? Comment trouver une solution pour freiner les grossesses précoces en milieu scolaire à Zérékoré? Bon, là, je crois qu'il ne s'agit pas de comment faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Voilà. Je me dis c'est une question d'éducation. Ce n'est pas à l'école en fait le souci. Le souci c'est à la maison. Oui. Il faut apprendre à faire comprendre aux jeunes filles d'abord leur corps et comment est-ce qu'il faut en prendre soin. Qu'est-ce qu'il faut éviter. Parce que nous sommes souvent dans des familles, excusez-moi du terme, que ce soit musulmans ou chrétiens, il y a en fait ce qu'on appelle le tabou de la sexualité. Il n'y a pas l'éducation sexuelle, qu'elle soit à la maison ou à l'école, ça n'existe pas. Donc du coup, les filles et les jeunes garçons
grandissent avec ce qu'ils entendent dans la rue ou avec ce qu'ils apprennent à la télé ou encore avec les réseaux sociaux et ils s'y appliquent. Donc, ils n'ont pas reçu au préalable des conseils les permettant de savoir arriver à un certain stade de ma vie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces genres de situations. Donc, si nous voulons réellement stopper ce fléau, ce n'est pas seulement à Zérekoré. Le phénomène devient inquiétant à Zérekoré. Oui, ce n'est pas seulement à Zérekoré. Mais c'est surtout à Zérekoré. Oui, c'est parce que là, on a médiatisé, mais ce n'est pas seulement à Zérekoré. Vous connaissez un autre endroit? Ça, c'est dans toutes les... Laisse tomber. C'est dans toutes les villes de Guinée. Ce que je dis, il faut vraiment que nous parlions d'éducation sexuelle dans nos familles. Et pourtant, on en parle dans les programmes scolaires. 10e année, déjà, on en parle, je pense. On n'en parle pas. La 10e année. On n'en parle pas. La 10e année. Imagine un peu, la 10e année. La fille, elle arrive en 10e année. Elle a quel âge? 16 ans, 15, 16 ans. Oui, mais attendez. Est-ce que réellement, est-ce que ça, on en parle d'ailleurs? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? On n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est que les cours d'instruction civique et morale interpellent tous ces éléments. Parce que ce qu'on disait la dernière fois ici, c'est-à-dire quand vous prenez le contenu de ce programme, et du collège principalement, vous comprendrez qu'il y a pas mal d'éléments qui sont définis dans le programme. D'accord. Sauf qu'on a des problèmes de transmission. C'est que nous avons des enseignants qui donnent ces cours-là qui ne sont pas des spécialistes de ces programmes. Donc c'est un peu difficile. Et tout ce que j'ai un peu parcouru le programme d'instruction civique, c'est un programme qui est déjà étalé où réellement les travers sociaux sont valablement expliqués. Mais normalement, est-ce que c'est à l'école? J'ai envie de dire la sexualité féminine, ça devrait d'abord commencer à la maison, non? C'est ce que je dis. C'est le poids de la tradition, c'est le poids de nos traditions, de nos mœurs et coutumes qui jouent sur nous. Parce que en fait, il est rare de voir dans une famille, que ce soit le père ou la mère de famille, prendre ne serait-ce que 5 minutes de son temps pour expliquer par exemple à sa fille c'est quoi la sexualité. Toi en tant que fille, en fait, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu dois savoir et qu'est-ce que tu dois éviter. Il est très rare dans les familles. Pareil pour les garçons. Donc comme je l'ai dit, les enfants apprennent à la va-vite, à la télé, sur les réseaux sociaux et avec les gens. L'éducation, l'Internet permet... Je pense que l'éducation d'ailleurs, il faut commencer, le mot entre griffes, l'éducation d'abord des parents. Vous savez, elle a parlé du tabou autour des questions liées à la sexualité. Bien sûr. Sauf que le sexe aujourd'hui, c'est le poids de la tradition. À une époque, c'est le poids de la tradition. À une époque, la question s'était posée ici. On avait parlé de l'introduction de l'éducation sexuelle dans les programmes d'études. Dieu seul sait le tollé que cela a soulevé dans certaines mentalités ici. Déjà, ça existe dans le programme. C'est l'applicabilité qui manque. Il faut d'abord éduquer les parents d'abord à aborder ces thèmes-là dans leur subtilité ou dans leur complexité. Et nous, d'ailleurs, pourquoi ne pas aborder la thématique dans ce studio aujourd'hui? On interpelle seulement tous azimuts, on continue. Donc, c'est le collectif des étudiants qui menaçait pour les pécules, payés cette semaine-là. Oui, mais c'est payé cette semaine. Il a fallu... pratiquement il a fallu qu'on monte au créneau. Un trimestre du moins pour que ces enfants-là reçoivent maintenant. Mais ce que les étudiants doivent comprendre, c'est que ça ne dépend pas des institutions d'enseignement supérieur. Parce que les étudiants d'enseignement supérieur reçoivent des subventions. Vous êtes les payeurs. Oui, nous sommes des payeurs. Donc, s'il n'y a pas de subvention, je pense que ces payeurs... Vous pouvez bien défendre les institutions. Alpha, c'est pas la peine de me regarder, il y a conflit de compétences. Non. J'ai eu le temps, le week-end passé, j'étais avec les étudiants en classe. J'ai eu le temps de beaucoup parler avec eux. Je pense qu'ils m'ont expliqué pas mal de situations. Moi, je pense qu'il faut interpeller le ministère du Budget et le ministère des Finances pour voir... comment on peut accélérer ce processus-là, parce que c'est pas la première fois. Et ça fait belle lurette maintenant, les étudiants peinent à subvenir à leurs besoins dans les institutions d'enseignement supérieur. En fait, monsieur Alpha, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on parle de tout, mais on ne se rend pas compte qu'on fait du mal à ces enfants. Il y a des enfants qui ont eu le bac, ils sont rentrés à l'université. Ils ne reçoivent rien des parents, ils sont là, ils sont venus de l'intérieur, mais le transport, comment ils font pour aller à Symphonia, comment ils font pour aller à l'ISEC, ça c'est par jour, c'est pas trimestriel. Ça va suffire 100 000 francs. Non, mais c'est ce que j'ai envie de dire. Mais Mohamed Ali, même si ça ne suffit pas, même si ça ne suffit pas, que les enfants aient ça.
Au moins. Mais si. J'ai envie de dire. Moi, je suis. Monsieur Cheikh, si on supprime ça. Est-ce qu'il ne faut pas repenser par exemple les repenser, c'est les supprimer. Non, repenser, ça veut dire quoi? Non, ça dit que. Mais Mohamed Ali, il y a des enfants qui vivent créer des conditions. Jamais. Il n'y a aucun étudiant qui puisse vivre de ça. Non, s'il ne voulait pas de ça, il n'allait pas créer tous ces remue pour les avoir. Qu'est-ce que je veux dire par 300 000 francs quand on espère moi je me dis oui. C'est dérisoire ce qu'on donne aux enfants. Par rapport au fait qu'il y a des milliards qui se font détourner à l'approche des trucs par les gens. Deuxièmement, c'est le moment de le dire. C'est le moment de le dire. Il y a des milliards qui disparaissent par-ci, il y a des coffres qu'on vole par là. Les enfants, ils n'arrivent même pas à avoir de transport pour aller à l'université. Monsieur Cheikh, moi je dis, est-ce qu'il ne peut pas mieux repenser même ces pécules-là? Je m'explique. Allez-y, rapidement. Repenser ces pécules, c'est-à-dire mettre à disposition des étudiants beaucoup plus de moyens qui leur faciliteraient l'accès à ces cours et qui éviteraient qu'ils dépensent dans certaines doses. Parce que les 500 et quelques mille routes, mais ça vaut rien. Qu'on est en train d'orienter en fonction des moyens à l'université. Le transport, par exemple. Le transport. Monsieur Valli, en 2018, je me rappelle que lors d'un entretien avec l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, M. Abdoulaye Roubalde, il disait qu'il voulait mettre en place une réforme. Cette réforme consistait à faire quoi? Elle consistait à mettre en place des conditions permettant aux étudiants vraiment de bien s'en sortir, à savoir ramener les campus, mettre des bus à disposition des enfants, ramener les réfectoires dans les universités, et maintenant ces bourses d'entretien qui sont données, que moi d'ailleurs je qualifie je ne dirais pas d'insignifiant mais de petit, que ces bourses-là soient données rationnellement en fait. Mais surtout ça. Lorsque les rumeurs sont sorties, laissez-moi vous dire qu'il y a eu énormément de remous par rapport à ça. Il y avait beaucoup, les remous, ce ne sont pas que les étudiants. Moi, je vais vous dire. C'est les responsables payeurs dans ces institutions-là. C'est ce que je dis. Gagnent plus il y a eu beaucoup. Et puis, je n'avais pas vu cet aspect du problème. Il y a eu beaucoup de remous. Ces remous n'étaient pas seulement liés aux étudiants. Parce que moi, je me t'ai dit, en fait, lorsqu'on réussit à sensibiliser les étudiants, on pouvait arriver à un terrain d'entente. Mais les gens qui gagnent des millions, voire des milliards dans cette histoire de bourse d'entretien-là, ils étaient catégoriquement opposés. Ils étaient catégoriquement opposés. C'est pourquoi je me demande pourquoi ne pas ramener, ou bien pourquoi ne pas repenser en fait à ces réformes-là. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est muet à l'enseignement supérieur actuellement. C'est qu'on est, puis ça, vous savez, le deal commence à l'enseignement supérieur. Moi, je vous dis, on sait, vous savez. Bon, d'accord, on en parlera peut-être une fois. Un dernier sujet avant d'introduire notre responsable, c'est souvent votre ami, monsieur Cheikh. L'ami et l'ennemi. Je suis désolé, je vais faire des fâchés, mais un lieutenant ne doit pas abandonner le navire au moment où ça coule. D'accord. Ça veut dire quoi ça? Souvent, c'était pas. Je pense que c'est pas le moment de quitter l'USTG, n'est-ce pas? Oui. Parce que l'USTG est en mauvaise posture. Et je pense que c'est le moment idéal pour lui pour quitter. Donc, en quittant, il affaiblit un peu toute la structure. Et là, je pense qu'à un moment donné, on a reproché à beaucoup de gens d'innover, de créer des nouvelles structures. Mais là, maintenant, c'est l'accusateur qui est pointé du doigt. D'accord. Oui, mais est-ce qu'il n'avait pas quitté l'USTG? Mais moi, je pense que Souma a joué. Il n'avait pas quitté l'USTG. Souma a joué un jeu intelligent. Intelligent pour lui, peut-être c'est destructeur pour l'USTG, mais Souma a joué un jeu intelligent. Je peux, monsieur Cheikh, Souma est en position de faiblesse. Le SLEC est en déroute. Souma, la solution, il faut attirer l'attention sur le SLEC. Souma est faible au sein de l'USTG, mais en créant une nouvelle confédération, il est plus fort au sein de cette centrale syndicale par rapport à l'USTG. Donc il va se reconstruire dans cette nouvelle centrale syndicale. C'est ce que je dis. Non, mais c'est ça que je dis. Ça l'arrange. Ce point, moi je veux un peu rebondir sur ce point. Parce que la dernière fois on en parlait, le prélèvement des 5%, qui les a signés c'est les Souma. Bien sûr. Et qui est membre du conseil d'administration de Donc si les conseils, il fait partie du conseil d'administration de l'INAMO. Pas de l'INAMO, de la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'INAMO, en faisant une partie intégrale de cette confédération. Moi je pense bien que
c'est d'un mieux pour lui de démissionner parce que, franchement, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette situation. S'ils ont été des signateurs... Clairement, il n'a pas l'intention de démissionner. Hein. Lui, il n'est pas vieux encore. Il veut continuer, et ben c'est pas lui qui va se maintenir là, certes, mais les enseignants, s'ils oui, mais quand même, il n'est pas l'alpha et l'oméga des enseignants. En même temps, oui, la vérité. En même temps, moi, je ne sais pas pourquoi vous en voulez à Souma. Non, on n'en veut pas. Mais laissez Souma tranquille, moi, je ne veux pas du tout à Souma. Je n'en veux pas du tout. Moi, j'en veux. Laissez Souma tranquille. Écoutez, Mohamed Ali, il y a un problème. C'est facile de changer de fusil d'épaule quand ça t'arrange. Mais c'est ce que je disais la dernière fois. Quand, en parlant, on ne parle pas avec honneur, ce qu'on dit, ça sonne creux. Voilà. Et il faut savoir à un moment donné tirer sa révérence et laisser les jeunes se battre pour eux-mêmes. C'est que on ne peut pas jouer à un jeu de ping-pong comme ça avec les gens. Mieux que tout ça, quand nous pensons les syndicalistes là, ils constituent un problème beaucoup plus qu'une solution. Oui, parce qu'ils ont envie de s'éterniser. Ils ont envie de s'éterniser. Être syndicat en Guinée, c'est tellement doux parce qu'en même temps vous ne foutez rien et puis vous gagnez beaucoup d'argent et de l'estime, vous devenez un centre d'importance. Donc il n'a pas envie de quitter. Ce que nous pouvons faire, c'est qu'on écoute la promesse du ministre et on revient juste. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Cellou Diallo est notre invité. Avec lui, nous allons parler du système LMD. Il est directeur général adjoint à l'ISEG. Donc, nous allons, si vous voulez bien, on va parler du système LMD parce que la semaine dernière, on était dans ce studio avec le docteur Soiré. En vous répondant à M. Alpha, il disait que c'est lui qui avait introduit le système LMD en Guinée. Et il n'a cependant pas répondu, si je peux me permettre, dans ce thème-là, à nos préoccupations. Et donc, aujourd'hui, on a invité le professeur Cellou pour nous en parler un tout petit peu. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler vos préoccupations concernant le système LMD aujourd'hui? Bon, nos préoccupations dans le système LMD, c'est un problème lié par rapport à l'accompagnement. Oui. Tantôt au niveau des enseignants-chercheurs, oui, mais aussi au niveau des étudiants que nous enseignons dans ces institutions d'enseignement supérieur. Donc, on s'est dit que le système-là, en lui-même, le système est bon, mais tout ce qui est lié par rapport à l'accompagnement de ce système, c'est ce qui nous crée assez de problèmes aujourd'hui en Guinée parce qu'on a reçu pas mal de plaintes autour de ça. D'accord. Voilà. On disait que M. Cheikh, notre système, on a l'impression que ça crée des inadaptés. C'est un système qui aujourd'hui... Des inadaptés sociaux. Oui. Bien sûr, je vais prendre le cas sur l'ISEG. Par exemple, les étudiants de l'ISEG qui sortent, je ne pense pas qu'après 4 ans de formation, qu'ils aient besoin de faire une formation, une autre formation, un concours pour accéder à la fonction publique, au département, à l'éducation. Oui. Ben, on les laisse faire 4 ans, ils finissent, des enseignants. Avec un mémoire. Et puis avec tout ça là, et puis on organise un test où ils vont faire le test avec des cuisinières ou des gens qui viennent de n'importe où, qui profitent de l'éducation pour entrer à la fonction publique et ils disparaissent. Justement. Après, on nous renvoie, chaque fois il y a des inspections, il y a des fictifs, mais aucun enseignant n'écrit son nom sur une quelconque liste ici. Et tout vient de là-bas. On a entendu des voix qui réclamaient à ce qu'on revienne sur l'ancien système. Mais Vali, il est là. L'exemple, Mohamed Ali, Vali, il est là. Vali, il est là. C'est un enseignant rompu. Je peux. Donc, effectivement, le système LMD n'a pas répondu aux attentes. C'est vrai, on a voulu harmoniser les tel systèmes. Qu'il est utilisé. Tel qu'il est utilisé. Ça n'a pas fonctionné. Les plaintes sont nombreuses. Nombreux sont ceux-là qui estiment que le LMD, c'est un mimétisme inutile en fait. Parce qu'en réalité, le LMD suppose que l'étudiant doit être quelque peu indépendant. Il doit être outillé d'un point de vue pédagogique pour pouvoir participer à sa propre formation. D'accord. Mais on se rend aujourd'hui compte que tel que conçu ou tel que présenté en Guinée, ce LMD ne peut plus répondre
à ce besoin de formation, de participation à sa formation de l'étudiant. Oui. La connexion Internet, il n'y en a presque pas. Oui. Les bibliothèques sont quasi inexistantes. Oui. Comment on appelle ça? C'est comme si on l'a introduit sans faire d'études préalables. En réalité, on a juste voulu copier. Moi, je dirais plutôt qu'il y a eu une étude, mais en fait, qu'ils n'ont pas pris en compte les recommandations qui ont été faites dans cette étude. Voilà. Sinon, vous nous définissiez ironiquement ce système-là comme étant bien sûr. On dit maintenant, au lieu du LMD, on dit c'est du laisse-moi dormir, parce que quand même, nous retrouvons dans une situation dans laquelle l'étudiant qui devait être acteur de son développement prend ce temps-là pour se permettre de se reposer ou de vaquer à d'autres occupations. Oui. Et ça nous amène à nous demander, mais finalement, c'est quoi le LMD? Pourquoi il a été introduit en Guinée? À quoi il sert? D'accord. Et voilà, professeur Sellu, il est avec nous en studio maintenant. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence. On sait que vous êtes très très occupé, mais vous avez accepté quand même de venir nous aider à comprendre le système. Vous avez entendu nos préoccupations sur le système auquel vous avez participé à introduire en République de Guinée. Dites-nous, est-ce qu'on n'a pas compris? Je commence par vous remercier. Oui. Je salue les auditrices et auditeurs de Espace FM. Oui. Je remercie les animateurs et animatrices de l'émission Être et Savoir. Oui. M'offrir l'opportunité de m'exprimer sur l'antenne de cette grande radio sur un thème aussi pertinent que le LMD. Dans un premier, on va faire un effort pour comprendre c'est quoi le LMD avant d'aller vers les problèmes que pose sa mise en œuvre. Le LMD, c'est un système, un régime pédagogique, comment dirais-je, qui structure l'enseignement supérieur en 3 cycles. Le premier cycle, c'est la licence. Le deuxième cycle, c'est le master, et le troisième cycle, c'est le doctorat. Ils nous viennent en fait du monde anglo-saxon. Il est d'inspiration socio-constructiviste. Pour connaître c'est quoi ce paradigme, il faut le comparer avec d'autres paradigmes. Voilà qu'est-ce qui est intéressant dans ce système. Vous savez que les systèmes éducatifs dans leur évolution ont emprunté plusieurs paradigmes, on a plusieurs conceptions de l'apprentissage. Dans un premier temps, il y a eu les cognitivistes, pour lesquels, pour apprendre, il faut que je sois en face d'un expert, d'un professeur qui a un savoir savant, qui essaye de me donner un enseignement qui déclenche des mécanismes cérébraux et qui amène une série de traitements de l'information que l'enfant reçoit. Cette information est codée et stockée dans la mémoire à court et à long terme. À court terme, c'est comme par exemple hier, on a confirmé que je serais ici aujourd'hui, donc ça, je me suis rappelé. À long terme, j'ai appris au primaire que comment on calcule le périmètre du carré. Jusque-là, je me souviens. Donc, et au moment de l'évaluation, on essaie de restituer. Donc, en fait, l'enfant est là, l'apprenant est là assis, c'est au prof de lui apporter tout. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, autour des années 50 et plus, on est allé vers un autre courant, qui est le risque. Ce paradigme est basé sur le changement de comportement, sur l'effet des stimuli. Donc l'enseignement, c'est un ensemble de stimuli qui agit sur l'apprenant et qui l'amène à changer de comportement. On passe d'un état A à une position A à une position B. Et à la position B, on n'est plus ce qu'on était à la position A. C'est comme si on cherche, il y a une cible à atteindre. On va vers cette cible. C'est pour ça qu'on dit souvent, je veux qu'à la fin de mon cours, l'apprenant soit capable de. D'accord. Donc, mais qu'est-ce qu'on a reproché à ce courant? C'est qu'en fait, on va vers un morcellement des connaissances. On pense qu'on atomise les connaissances, on morcelle. On parle des grands objectifs, on les démultiplie en bulles. Objectifs généraux, objectifs spécifiques. Et on met en œuvre les objectifs spécifiques. On pense qu'en évaluant, si on évalue en bas, on trouve que c'est atteint, on a atteint tout jusqu'au niveau des finalités. D'accord. La formation des maîtres, le enseignement qu'on pratique est d'inspiration behavioriste. D'accord. Pour former l'enseignant, on dit bon, aujourd'hui on va t'apprendre à introduire une leçon. Demain, à varier les stimuli. Après demain, à utiliser le tableau, la démonstration, etc. Voilà ce deuxième courant. Maintenant, la plupart des systèmes ont adopté le régime LMD. LMD, d'accord. Lui, il est d'inspiration socio-constructive. La Guinée l'a adopté à la faveur de la rentrée universitaire de 2007.
ici, qu'est-ce qu'on pense? On dit que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de construire les connaissances d'un apprenant ou de développer les compétences d'un apprenant. C'est lui qui doit les construire. C'est lui qui doit développer ses compétences. Le rôle du formateur, c'est de l'accompagner au cours de cette construction. C'est pourquoi le LMD, non seulement l'enseignement est semestrialisé, l'enseignement est crédité. D'accord. Quand vous entendez des crédits, ça veut dire quoi? Si vous prenez un cours de 6 crédits, ça fait 150 heures, parce que le crédit, c'est 25 heures. 25 heures, oui. C'est 150 heures. Si vous allez dans les universités, il y a juste 45 heures de rencontre avec le prof. Le reste du temps, le prof doit être en mesure de donner des travaux individuels et groupes pour que l'étudiant les réalise et qu'il l'accompagne au cours de cette réalisation. D'accord. Sauf qu'en même temps, sans vous couper la parole, on a l'impression que c'est l'argument favori des enseignants paresseux qui viennent en classe et dire vous savez, hein, c'est le système LMD. 45 heures, c'est entre nous. Les 105 heures, vous vous débrouillez. Et puis même les 45 heures, les enseignants, ils ne sont pas en classe. Ils ne sont pas réguliers aujourd'hui. Ça fait que l'étudiant, il se sent abandonné quelque part. Bon, ça, c'est maintenant un problème de suivi. Parce qu'en fait, tout ce qui est organe d'assurance qualité, c'est prévu. D'accord. En fait, si chacun faisait son travail, on n'allait pas vivre ces situations. D'accord. Non seulement il y a les structures pédagogiques, l'autre la mise en œuvre des programmes. Chaque programme a un comité de programme qui est censé s'assurer que les choses vont conformément à ce qui est prévu dans le cadre d'un enseignement socio-constructif. D'accord. D'abord, ça commence par quoi? Un plan de cours. Il faut que l'enseignant donne à ses étudiants au début un plan de cours. D'accord. Qui dit voici sommairement en quoi consiste le cours. Voici mes intentions, voici mes attentes. Voici les procédés d'évaluation. À tel moment, je vais te donner tel travail. Tu dois me rapporter, ramener ta brosion à tel moment. Ainsi de tout, il sait tout, rien ne le surprend. Mais il faudrait, si on dit par exemple, que je prends l'ISEC, actuellement c'est 75 heures. Si je donne mon cours, je sais que je dois le faire travailler l'étudiant pendant 75 heures. Si je ne donne pas suffisamment de travaux pour qu'il soit obligé de dépenser au moins ces 75 heures, ça c'est ma faute. Effectivement. Mais ça, c'est là qu'il faut préparer les enseignants à respecter ce principe. Parce qu'on dit, on apprend en agissant. Donc l'activité est très importante dans le cadre de l'élève. On ne pense pas en écoutant religieusement, en écoutant comme ça le prof qu'on peut construire les compétences. Autrement dit, c'est pas quand je lui dis voilà comment on enseigne qu'il va être un bon enseignant. Ou bien voilà comment on conduit la voiture. Il faut le mettre à l'épreuve. Il faut le mettre à l'épreuve. C'est pour ça que Scalon a dit que la compétence se construit lorsque l'apprenant est en face d'une situation problème, qui soit un défi pour lui, et qui exige à ce qu'il mobilise ses ressources propres. Ces ressources propres, ce sont savoir-faire, savoir-être, et les ressources du milieu, et de façon intégrée et intériorisée afin qu'il parvienne à résoudre la situation problème. Donc c'est ça le LMD. Si c'était mis conforme avec toutes les exigences, on n'aurait pas de problème. Professeur, nous, notre préoccupation, parce que nous avons transité d'un système, de l'ancien système. Nous avons fait l'ancien système à l'université, mais dans les formations post-universitaires, on a suivi le système LMD. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Vous savez, un enseignant, par exemple, qui doit donner un cours aux étudiants, l'enseignant doit être outillé. Voilà. Et l'étudiant lui-même doit être outillé. Ça, c'est... Tout à l'heure, mon collègue vient de parler des bibliothèques. Nous avons les connexions Internet et ainsi de suite. Mais est-ce que dans la conception des choses, est-ce que vous n'avez pas pensé à tous ces éléments? Surtout en 2007, on savait qu'il n'y avait pas assez de connexion Internet. En 2007, ce n'était pas aussi comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Tout a été pensé en prélude de LMD. D'accord. En fait, pourquoi le LMD d'abord? C'est que tu parles de l'ancien système. On était dans un ancien système où, arrivé à l'université, le parcours amène l'étudiant à passer à avoir des diplômes qui ne conduisaient nulle part sur le marché de l'emploi. Le DUG, hein? On va à une licence, après la maîtrise. Une maîtrise, plus un CAPES dans les formations de maîtrise. Et tout ce qui arrivait en première année faisait tout le parcours. Et pourtant, l'entrée d'un diplôme universitaire, c'est s'il mène sur le marché du travail. Parfois même au secondaire, on peut sortir pour aller au marché. Avec des évaluations très coûteuses.
L'avantage du LMD, c'est qu'on est dans un régime où le problème d'équivalence ne se pose plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés qui partent de quoi? En 87, lorsqu'on lançait le programme, le LMD, il était prévu un accompagnement des bailleurs en 2007. pour former tous les enseignants à l'esprit du LMD. Mais il y a eu la crise de 2008, les bailleurs sont retirés, cet accompagnement n'a pas été obtenu. Jusque-là. Et pendant les vacances de 2007, on avait quand même, à l'initiative du ministère, formé tous les enseignants qui devaient donner des cours en première année, en L1, à la pédagogie de LMD. Mais cette formation n'a pas continué. En fait, sinon le suivi devait être... Parce que si on dit que l'enseignant doit accompagner, c'est que quand je donne un travail, il ne s'agit pas d'abandonner l'élève avec ce travail. C'est pour ça que je donne tous mes contacts. Je donne mon adresse sur mon plan de cours pour dire, vous pouvez m'appeler, vous pouvez demander un rendez-vous et venir me conseiller pendant que vous faites votre travail. Je ne fais pas le travail à la place, mais il y a des consignes parfois, des directives. L'enseignant, c'est le facilitateur, l'orientateur. Il faut qu'il joue ce rôle. D'accord. Mais c'est vrai, parmi les problèmes, c'est qu'on n'a pas eu le temps de former tous les enseignants à l'esprit de... Ce qui veut dire que depuis 2007, disons, depuis 2010, parce que la première promotion, je suppose, de LMD, la première promotion, c'est en 2010. Donc depuis 2010, chaque année, on a une promotion du système LMD. Est-ce que ces promotions-là ne méritent pas d'être sur le marché en Guinée, le marché de l'emploi? Donc c'est devenu des promotions sacrifiées depuis 2010. Effectivement. C'était pendant, on parlait du peuple, à la sortie de la dernière promotion de lycée. C'est de ça que je parlais. En fait, on est dans un cercle vicieux. D'un côté, les institutions de formation de maîtres forment et livrent au marché, enfin, livrent au marché chaque année une cohorte de diplômés. Et nous sommes à la 10e promotion. On a cessé de recruter sur titre en 2010. Donc on ne recrute pas. Donc les diplômés ne parviennent pas à s'insérer, en tout cas à la fonction publique. Peut-être qu'ils se débrouillent parallèlement. De notre côté, il y a des besoins en enseignement. Vous allez à l'intérieur, vous allez dans les zones rurales, ou même on dit qu'il y a manque d'enseignants. Pendant que l'école est en train de produire suffisamment d'enseignants. Donc là, c'est un problème de politique, je pense. Il faut réviser la politique de recrutement des enseignants. Donc on est en train de... Dans cette situation-là, on est toujours en train de sacrifier les différentes promotions qui arrivent. Le système LMD, professeur. C'est grave, oui, madame. Dans les recommandations, parce que j'ai quand même eu la chance de parcourir le document de l'auto-évaluation des institutions d'enseignement supérieur qui a mené au LMD. Dans les recommandations, une partie, parce qu'on a même fait des sketchs là-dessus, il y avait, en fait, on parlait de bibliothèques virtuelles, par exemple, de bibliothèques physiques, de connexion Internet. On parlait de beaucoup de choses. Selon vous, pourquoi jusque maintenant, que ce soit l'État ou les bailleurs, pourquoi jusque maintenant, on peine à mettre en place en fait, comment est-ce que je vais dire, différents éléments. Ces différents éléments qui pouvaient permettre quand même à ce que nous puissions nous adapter un peu au LMD, parce que là, on n'arrive pas à s'adapter. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, soit entre les bailleurs et l'État, ou je ne sais pas, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ces outils ne soient pas encore en place 10 ans après? Bon, je ne peux pas dire pourquoi 10 ans après, mais je sais que le premier problème, c'est parti de la crise de 2008. Mais c'est vrai, il y a eu beaucoup de temps qui sont écoulés depuis 2008. Maintenant, là, c'est une question d'initiative au niveau national. Est-ce qu'on a oublié le système? Est-ce que la politique publique a cessé de s'intéresser à l'enseignement supérieur, notamment le système LMD? Bon, je ne pense pas. Mais, c'est-à-dire qu'au niveau politique, peut-être c'est... Bon, il y a des efforts quand même par rapport à la formation des formateurs, des choses comme ça. Mais il n'y en a pas suffisamment, professeur. Aujourd'hui, le système est dévoyé. On aurait pu initier, si vous voulez, des formations à la pédagogie de LMD. Ça commence à... Maintenant, pour ce qui est de la fourniture, je ne sais pas, en Internet et autres, là, tout ça, ça demande peut-être des moyens qu'on n'a pas su mobiliser, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un comité de suivi de l'application du système après l'adoption? Il n'y a pas eu ce genre de comité? Il y avait le comité de passage au LMD. Maintenant, au niveau des institutions, comme je dis, les organes d'assurance qualité, c'est le comité de programme, la commission pédagogique. Maintenant, au niveau du ministère, il y a toujours un suivi qui se fait à travers
comment dirais-je, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas ceux qui pourraient, comme vous par exemple, vous avez fait partie de ces experts qui ont fait des études, qui quand même ont accepté le passage au LMD. Est-ce que des experts comme vous pouvez pas, vous n'êtes pas dans une sorte de comité ou de commission qui interpelle l'État sur les manquements depuis l'adoption du système LMD en 2007. C'est-à-dire que chaque année, on rappelle à l'État que pour que le système soit efficace, il faut. Parce que parfois, on a l'impression que c'est normal ce qui est en train d'arriver. C'est le système qui n'est pas assez bon pour la Guinée, comme nous le pensons maintenant là, alors que tout ce que vous dites là, quelqu'un qui ne le sait pas ne pourra pas le savoir. Effectivement. Je sais qu'au moment de la planification de LMD, ce comité de facilitateurs a été mis sur à l'initiative des autorités de l'époque. C'est comme vous le dites, c'est comme s'il y a un peu de distraction par rapport à ces situations. Je prends juste un exemple. On vient de publier les règlements pédagogiques, les règlements des études du LMD. Des beaux textes qui peinent à être appliqués parce que possiblement on aurait pu envisager, si vous voulez, des séances de formation au niveau des universités. C'est-à-dire que ceux qui ont participé à l'élaboration des textes partent en direction des universités pour les former à l'esprit des textes. Il y a une difficulté à ce niveau parce que possiblement à l'initiative du ministère on aurait pu prévoir cela. D'accord. Moi je pense il faut, comme vous le dites, si on venait à ça, réunir un panel d'experts qui est censé de veiller à la mise en œuvre efficace de ce système. Le système en fait ne pose pas problème. Moi je pense que c'est un bon système, mais d'être entretenu, mis en œuvre de façon plus efficace en impliquant les acteurs qui savent à quoi consiste ce LMD. Professeur Mamadou Sello Diallo, il est avec nous en studio. Nous allons donc continuer cette émission avec vous. Je rappelle qu'à partir de maintenant, vous pouvez nous appeler au 620 28 69 69 ou au 620 28 65 65. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Au 620 28 65 65 au 620 28 69 69. Nous sommes avec le professeur Mamadou Sello Diallo et nous parlons du système LMD. Monsieur Cheikh, la prochaine question. Professeur, la dernière fois on discutait ici avec le chef de l'ANAC par rapport au professeur Cabinet par rapport aux programmes qui n'ont pas été validés. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce possible qu'en Guinée qu'on organise des évaluations sans que le professeur Sello ne soit dedans. Deuxièmement, l'évaluation, parce que c'est le boss de l'évaluation en Guinée. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qui explique le fait que les programmes de l'ISEG, c'est bon, je pense pas parce que c'est pas de l'ISEG seulement. Ah ouais. Ne soit pas validé. C'est pas de l'ISEG seulement. On a vu le rapport qu'on a considéré comme le résultat de l'ANAC, où il y avait eu beaucoup plus d'institutions d'enseignement privées qui avaient réussi le test, qui est des institutions comme l'ISEG par exemple, qui ont abandonné. ISEG par exemple, qui ont abandonné. Pas ISEG seulement, et avec Gamal également, Somphonia n'avait réussi à valider qu'un seul programme. Ça nous a quand même étonné. Et ce qui nous a étonné, comme il l'a dit, c'est que parmi les experts, un certain professeur Sello, professeur à mesure d'évaluation, n'en faisait pas partie. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur? Bon, rien de mauvais ne s'est passé. Je ne suis pas obligé de faire partie de tout ce qui se fait en évaluation. Mais est-ce que c'est vous qui avez refusé ou on vous a pas du tout contacté? Aujourd'hui, on a beaucoup de compétences, d'expertise dans le domaine. Bon, je sais qu'ils ont fait un appel à candidature à un moment donné. Mais j'étais si dispersé que je n'ai pas eu le temps possiblement de candidater. Je n'ai pas été retenu. Je n'ai pas postulé comme mes refusés. D'accord. Donc, mais bon, je sais que... Vous attendez qu'on vienne vous chercher Non, c'est pas que ça. Il n'a pas que ça. J'ai eu des... Bon, c'est-à-dire que autant de quel ministre? Il y avait le secrétaire général d'Akiti. Autant de ministre Damaro?
à l'enseignement supérieur, non? Au temps de Yero Baldé même. Avant Yero, c'était le ministre soit Mamadou Alpha. Alpha Mamoudou, je sais pas. En tout cas, on nous avait recruté ici en tant qu'experts nationaux. Pour TLUL. 4, 3 collègues et moi. Il y avait le professeur Kabirba, il y avait le professeur Li et le professeur Biena Boubari. On a dit d'élaborer des référentiels pour l'évaluation et l'accréditation des programmes. Ça nous a pris énormément de recherches. Et c'était si laborieux que franchement, difficilement on est sorti. Mais pour quelle rémunération? Après, on donne le document et c'est par la suite que d'autres viennent recruter des experts sénégalais pour faire le travail que vous avez déjà eu à faire. Attendez, monsieur, le travail est fait 2 fois. Non, ils sont venus recruter les états pour faire les référentiels. Alors nous, on sait ce qu'on avait annulé. Finalement, quand ils ont donné leur première version pour l'examen, mais on a dit on ne part pas de zéro. Donc on a donné ce qu'on avait fait ici. Ce qui fait que, comme des choses passées, franchement, on était un peu fatigué par rapport à ça. Donc vous n'étiez pas assez très encouragé, motivé pour y aller. Indirectement, professeur donne la raison pour laquelle il n'a pas accepté de postuler pour l'appel d'offres de l'ANAC. On se comprend. Parce qu'en même temps, le professeur Cabinet nous a expliqué, on a mis les conditions, on a mis, puisqu'on ne doit pas aller les chercher en même temps. J'ai l'impression qu'il y a une petite entre les professeurs. Moi, je me dis peut-être, en fait, je sais pas, mais il y a un manquement. Genre, quand nous prenons tous les domaines au niveau de l'éducation, il doit forcément y avoir des spécialistes en Guinée. Ça, c'est obligé. Quand on prend la mesure évaluation des apprentissages, on a un professeur Sellou. Par exemple, quand on prend l'orientation, on doit avoir aussi quelqu'un. Quand on prend l'administration scolaire, on a une professeure Biena Boubaldé, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'il faut mettre des documents en place ou lorsqu'il faut mettre des projets en place dans ces différents domaines, je crois qu'il faut essayer de mettre en apport tous les acteurs pour vraiment avoir un très bon résultat. Parce que ça, moi, ça m'étonne, voire ça m'énerve même que ces rapports de l'ANAC sortent et qu'on me dise, par exemple, les institutions d'enseignement public n'ont pas été validées. Et ça me pose... Oui, les programmes, oui, justement. Je pense que les institutions d'enseignement supérieur public n'ont pas été sérieuses. C'est tout simplement l'explication qu'on nous a donnée la fois dernière. Mais pour revenir aussi, les institutions n'ont pas été sérieuses. Elles n'ont pas accepté d'aller jusqu'au bout. Il y a des institutions qui ont abandonné. Il faut dire les choses par leur nom, parce que l'ANAC ne peut pas contraindre une université à se faire évaluer. Le professeur Kabif nous a expliqué. Bon, c'est quand même incompréhensible que l'ISEG, puisque vous êtes là, qu'on entende que l'ISEG, dirigé par endroit par un certain professeur Sellou Diallo, n'a pas été sérieuse dans une évaluation. C'est quand même pas une très belle image pour peut-être que nous avançons un peu timidement. D'accord. C'est vrai qu'ils avaient demandé de faire des rapports d'auto-évaluation comme ça. Là, on met plus sur pied une cellule interne d'assurance qui est en train de se préparer. D'accord. Mais je crois que si vous voyez que c'est surtout le privé qui a réussi à accréditer ou valider le programme et toutes les institutions publiques, ça m'étonnerait que ce soit un déficit de compétences ou autre. Donc justement, il faut chercher parce que lorsqu'on dit que le programme de droit n'a pas été accrédité par exemple à Symphonia, alors que ce sont les enseignants de Symphonia qui enseignent dans les universités. Mais pour revenir au système LMD, professeur, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on devrait revenir à l'ancien système parce qu'on n'a pas pu mettre en œuvre adapter le système LMD à nos réalités? Bon, je ne dirais pas qu'on... Moi, je pense que c'est pas en revenant à l'ancien système qu'on va régler les problèmes. Ok. Mais vu qu'on n'est pas prêt pour le système LMD, il faut qu'on se prépare. C'est tout. Il faut qu'on se prépare. D'accord. Il faut former les acteurs à l'esprit du LMD. C'est tout. Ça demande une formation. Parce que ce n'est pas en retournant à l'ancien système qu'on va régler. C'est un peu ce qui arrive là quand les disent qu'il faut revenir à l'école normale. À l'école normale supérieure. L'école normale, pour moi, c'est la coquille. Qu'est-ce qui fait marcher les choses? C'est les acteurs à l'intérieur. Ok. Oui. C'est les acteurs. Professeur Sellou, est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression, vous qui recevez
les nouveaux bacheliers et autres, que les bacheliers même qui sont admis dans les institutions d'enseignement supérieur, la formation de base même n'est pas adaptée au LMD. Je ne sais pas si vous avez souvent remarqué, les enfants n'ont jamais été habitués à participer eux-mêmes à leur formation. Ils ont toujours, c'est ce qu'on appelle méthode scolastique à l'époque. Le professeur il vient, il donne encore le behaviorisme au niveau de l'école secondaire. Et ça veut dire que l'enfant c'est une boîte noire, il faut chose non. Il arrive dans l'institution d'enseignement supérieur, on lui dit LMD un matin. Le cognitivisme plutôt, voilà. Excusez-moi, le cognitivisme, ils sont en train d'utiliser ça encore. C'est-à-dire l'enfant c'est une boîte noire, il faut prendre et remplir la boîte. Je vais un peu enrichir la question. Si nous voulons qualifier l'éducation, il faut qualifier la formation de formation. C'est pas diabolique. Ça commence par ça. Tous les pays qui ont émergé ont vraiment porté beaucoup d'attention à l'endroit de la formation de formation. Qu'est-ce qui arrive? Ce que je dis souvent. Le PDG avait une politique et les moyens de sa politique. Parle de ça. Pourquoi? C'est que au cours du cheminement de l'élève ou de l'étudiant, si tu te révèles compétent au niveau lycée, on ne demande pas ton avis, on t'envoie à l'école à l'INI pour faire de toi un instituteur. Il y avait le premier degré de l'université. Rendu au premier degré, il y avait un concours qui sanctionnait le premier degré. Tu es lauréat, on t'envoie à l'école normale pour faire de toi un enseignant. Donc eux, et tu ne pouvais pas discuter ça. On ne te demande pas ton avis. D'accord. Tu vas parce que tu vas dans l'institution de formation parce que tu es un bon. Tu es bon. D'accord. Donc disons le système savait ce qu'il faisait. Voilà. Et ce qu'il voulait. dit que lorsque l'apprenant vient dans une école de qualité, il y a des préalables. Il n'y a pas de raison qu'il échoue. S'il n'a pas les préalables, le système est de qualité, le système va lui inculquer les préalables afin qu'il réussisse. Mais s'il vous plaît, rendez en première université, est-ce que les préalables c'est conjuguer l'auxiliaire et être présent? Les prérequis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Malheureusement. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Ici, on a un système d'orientation où l'enfant qui a le bac, le bachelier, a la possibilité de choisir parmi les filières sur lesquelles débouche son profil. Et la possibilité de choisir par ordre de préférence 15 programmes au plus. Maintenant, vous pensez que compte tenu du fait que la condition enseignante est séquelle, les lauréats ne veulent pas aller. Moi j'ai entendu des bacheliers qui ont dit que obtenir le baccalauréat et aller enseigner à l'ENI, mieux vaut échouer que ne pas obtenir du tout le baccalauréat. Donc c'est quand les autres finissent de faire le plein, c'est-à-dire que c'est ceux qui ne veulent pas aller à l'intérieur. Ou bien vraiment qui savent les repêchés du baccalauréat. Je l'ai dit il y a 3 ans, je le répète encore. C'est ceux-là qui viennent dans les filières enseignées. Tant qu'on ne règle pas ce problème, je pense que ce n'est pas la peine de changer de nom. Je vais vous la poser cette question. Je l'ai posée à notre invité de la fois dernière, mais je pense que puisque vous êtes professeur en mesure et évaluation, vous pouvez nous le dire. On a supprimé le bac 1 depuis plusieurs années. J'ai posé comme j'ai dit, la semaine dernière, on a posé la même question ici. Cependant, il y a d'autres ministres qui l'ont institué avant. Et d'autres l'ont supprimé. Donc les points de vue varient. Il y en a qui pensent qu'il faut décanter, il faut commencer à décanter un peu plus tôt les meilleurs étudiants de l'université. Aujourd'hui, de votre point de vue, est-ce qu'il faut un bac, un autre bac et le concours pour accéder à l'université? Ça permet d'avoir l'élite qu'on veut, ou aujourd'hui, ce n'est pas une mesure, ce n'est pas une façon de trouver la meilleure élite? Dans notre pays, je pense que ce n'est pas le bac 1 qui va régler le problème. D'accord. Pour moi, c'est dès le départ qu'on doit promouvoir tout ce qui est valeur en évaluation. Pour que les admis à l'entrée en 7e année soient vraiment ceux qui méritent de venir en 7e année. D'accord. Les admis au brevet soient ceux qui sont méritants. Et ainsi de suite. Si on applique toute la rigueur, on élimine tout ce qui est biais pendant les évaluations, on pourra, même si c'est un seul bac, on pourra avoir de bons produits à l'université. Parce que quel était le problème à l'époque? Quand il y avait les 2 bacs, il y avait encore un concours d'accès. Imaginez un candidat. En un an, il passe 3 examens. Cette envergure. C'est pas nécessaire le bac 1. C'était encore très compliqué. Mais c'est quand on a vu les limites
concours d'accès qu'on organisait aussi. Ça aussi a été supprimé. C'est dépensier. Seulement le et puis c'est dépensier pour rien. Bon, pour ça, moi j'ai mon inquiétude sur ce point, c'est d'ailleurs, est-ce que on ne va pas revoir cette forme d'orientation dans les institutions d'enseignement supérieur en exigeant une moyenne? Parce que c'est ce qui est en train de se faire. Voilà, parce que parce que si j'ai constaté en fonction des moyennes. Oui. Non, c'est pas d'orienter en fonction des moyennes, mais plutôt exiger une moyenne pour accéder à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire vous avez le bac, mais vous n'accédez pas aux enseignements supérieurs. Il faut avoir une, si vous n'avez pas une certaine moyenne, c'est effectivement. la fin de l'émission, professeur. Je suis obligé de vous remercier. C'est vraiment la fin, on a dépassé le temps, on a 2 minutes de plus, professeur. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je pense qu'on a été édifiés. Je vous remercie. Et prochainement, pourquoi ne pas parler d'autres sujets? C'est tellement agréable de discuter avec vous des différents sujets du système éducatif parce que l'ANAQ, il y a des choses à dire quand même. Hein? Merci à chacun d'entre vous et comme on a l'habitude de le dire, être et savoir. Vous retrouverez cette émission pendant les week-ends sur Espace TV, sinon sur nos pages Facebook 224 Objectif Bac. Vous pouvez trouver des extraits et puis l'émission en intégralité sur le compte YouTube parce que tout simplement une éducation sous-développée est une éducation qu'on fait à des personnes qui se foutent complètement de l'éducation. Alors travaillons à ce que notre système ne soit pas une vérité qui nous mente. On se retrouve donc demain dans un autre numéro. Au revoir. Être et savoir.